il y avait là les fils d'instituteurs, les fils de grands bourgeois aurillacois, de la bourgeoisie aurillacoise, quelques fils de grands propriétaires terriens, et nous avions, ce qui était impensable, nous avions à notre disposition, pas à notre disposition, mais qui nous servait un peu, non seulement au réfectoire, des agents, on appelait ça des agents. Hein. Ces agents, donc, nous portaient les plats à table, etc., s'occupaient de nous, mais surtout, on avait ils s'appelaient des agents, c'est-à-dire des employés du lycée qui nous faisaient les lits tous les matins, ce qui était extraordinaire. Nous étions des privilégiés et nous étions de la haute. Hein. Et tous les samedis soirs, sur notre lit, les agents, les employés, avaient disposé une chemise que mes parents avaient donnée, une chemise à nous, mais une chemise propre et une paire de chaussettes et un slip. C'était sur notre lit le samedi soir quand nous allions nous coucher. Ce qui pour moi était quelque chose d'extraordinaire, vous voyez. Donc le lycée était fait pour non pas l'élite, mais pour les classes aisées. Hein, on ne peut pas sortir de là. Et alors là, tous les matins, la sonnerie nous réveillait dans les dortoirs, et en même temps que la sonnerie sonnait, on se levait entre 6h30 et 7h, quelque chose comme ça, car avant d'aller en classe à 8h, il y avait le petit déjeuner, et il y avait une demi-heure d'études pour réviser. Eh bien, je puis vous assurer que tous les matins, quand la sonnerie au dortoir sonnait entre 6h30 et 7h, au moment où la sonnerie sonnait, la porte du dortoir s'ouvrait et entrait Tanguaz, le censeur. Il ne s'était pas écoulé une seconde. Il avait ouvert la porte et il martelait. C'était un grand costaud. Il traversait le dortoir en tapant, en martelant, et il regardait que tout le monde soit immédiatement levé. Il regardait parce que dans le dortoir des grands, nous avions chacun notre cabine. Nous n'avions pas les lits les uns à côté des autres. Nous avions notre petit appartement. Il faut bien voir comment était le lycée Émile Duclos jusqu'en 1950. Donc, le censeur, Tanguaz, tous les matins, quand ça sonnait, la porte s'ouvrait et Tanguaz entrait. Il parcourait le dortoir dans un sens et dans l'autre, et il regardait que tout le monde soit debout. Et puis ensuite, il partait, et nous, on faisait notre toilette, et on descendait à l'étude. Il y avait une petite étude, puis le petit déjeuner, et puis on avait notre emploi du temps. On allait en classe de 8h à midi, et alors après nous avions une récréation de midi et demi à 1h30. Nous avions études de 1h30 à 2h, et nous avions classe de 2h à 4h ou de 2h à 5h. Voilà la vie au lycée Émile Duclos en tant qu'élève. En tant qu'élève, j'y ai donc passé une très bonne année qui s'est bien terminée. C'était l'année 1944. La ville d'Aurillac était occupée par une garnison allemande. Les soldats allemands se promenaient en ville sans fusil dans l'intérieur, autour du square. Et quand nous allions dans les cafés autour du square, souvent, à côté de nous, il y avait des soldats allemands qui consommaient. On ne se parlait pas, mais bon, chacun faisait ce qu'il avait à faire. Alors donc, au lycée Émile Duclos, le jeudi, on avait le droit de sortir, tout au moins les grandes classes,
après le repas de midi. Mais il fallait être rentré à 5 heures, car je vais y revenir, il y avait quelque chose de sacré, c'était l'étude de 5 à 7. Tandis que le dimanche, on avait le droit de ne rentrer que pour le souper, à 7 heures. Donc, au lycée Émile Duclos, comme d'ailleurs tous les établissements secondaires, je pense, de France, en tout cas du Cantal, puisque j'en ai fait plusieurs, les études de 5 à 7, c'était là que les élèves travaillaient. Ils étaient surveillés, non pas par un surveillant ou un pion, ils étaient surveillés par un répétiteur qui ensuite a pris le nom de professeur adjoint. Et nous avions des répétiteurs, mais des gens agréables, comme Courbebesse, qui faisait les très grands, que nous appelions Lagy, qui était un type très bien, qui était très gentil, qu'on n'embêtait pas beaucoup. Hein. Il y en avait un autre qui était célèbre, qui s'appelait Jouppe, qui habitait à Saint-Paul-des-Landes. Il y en avait un qui faisait la classe des tout petits, des 6e. Il s'appelait Péral. Alors lui, c'était le bon grand-père. Il s'occupait de ces petits 6e qui venaient de rentrer en 6e et qui étaient un peu perdus. Alors il leur vendait, il leur donnait, quand ils n'en avaient pas, des crayons ou, j'insiste bien là-dessus, des plumes sergent-major, car ces petits-enfants écrivaient avec la plume et l'encrier. Alors Péral leur donnait, leur mettait une plume, etc., pour que ça marche bien. Donc il y avait ces études de 5 à 7, que j'ai faites plus tard, bien sûr, et qui donc, les élèves travaillaient beaucoup, là, ils étaient bien surveillés, ils faisaient leurs devoirs. Il y avait à la fois dans ces études de 5 à 7 les pensionnaires, et il y avait ce qu'on appelait les externes surveillés, c'est-à-dire des gens qui restaient en études de 5 à 7, mais qui à 7 heures partaient chez eux. C'était des bourgeois ou des gens d'Aurillac qui rentraient chez eux à 7 heures. Alors, le souper avait lieu de 7 heures à 7h30, plus 5 minutes dans la cour pour aller au WC, et on avait encore une étude d'à peu près 1 heure. Mais là, dans cette étude d'à peu près 1 heure, qui était faite par les surveillants qui allaient monter au dortoir, on avait le droit de lire des livres de bibliothèque. On pouvait ne pas faire sa version latine ou son devoir de maths, on avait le droit de lire, tandis que dans les études de 5 à 7, ces études-là étaient réservées uniquement au travail de classe, hein, et on ne devait pas lire de livres de bibliothèque. Voilà un peu comment se passait la vie au lycée Émile Duclos.